Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de programmation scientifique via le langage de programmation Python. Dans cette leçon, nous allons nous intéresser aux listes, à leur manipulation et à quelques applications scientifiques de celles-ci. Grosso modo, une liste est une structure de données permettant de stocker des objets ensemble, et ce d'une façon précise dans la mémoire de l'ordinateur. Par exemple, si on prend la liste A égale à entre crochets, donc la syntaxe d'une liste c'est crochet dans Python, je lui dis par exemple 3, 5, 7 et 8, c'est-à-dire la liste contenant ces quatre nombres. Voilà, donc j'ai une liste définie maintenant, qu'on appelle A. On peut tout aussi définir d'autres listes, par exemple B égale à la liste contenant le mot liste, puis le mot anniversaire, allez, puis l'entier 4, puis l'entier 6, puis encore un mot samedi, comme aujourd'hui, etc. Donc on voit en fait que dans une liste, les éléments n'ont pas besoin d'être de même nature. Donc une liste peut contenir un mot, un entier, un flottant, etc. Notez aussi que l'on peut en fait fabriquer une liste contenant des listes. Donc C contiendra la liste 0, 1, puis encore une liste 3, 2, 4 par exemple, puis encore une liste d'une longueur quelconque d'ailleurs, contenant par exemple 2. Voilà, j'ai une troisième liste C, contenant cette fois-ci des listes. Eh bien, je prétends que l'on peut manipuler ces listes-là pour avoir des informations importantes sur celles-ci. Et nous allons voir que c'est très utile dans la programmation. Par exemple, si j'ai envie de connaître la longueur d'une liste, c'est-à-dire le nombre d'éléments contenus dans une liste, eh bien, la commande c'est len, par exemple de A, j'obtiens bien 4. Si je demande maintenant len de B, c'est-à-dire length en anglais, et qui signifie longueur, j'obtiens 5, et il existe bien 5 éléments dans ma liste B. Maintenant, le nombre d'éléments de ma liste C, attention ici, il ne s'agit pas de 6 éléments, mais plutôt de 3 éléments, puisqu'il s'agit d'une liste contenant 3 listes. Allons-y pour voir, on devrait avoir 3, donc len de C, j'obtiens bien 3. Maintenant, comment peut-on accéder à un élément dans une liste donnée ? Par exemple, pour accéder au premier élément d'une liste A, eh bien je fais A par exemple de 0. Attention, c'est pas A de 1, c'est A de 0. L'indexation dans Python d'une liste commence à 0. Donc A de 0, ça me sort bien 3, c'est-à-dire le premier élément de ma liste A. Si maintenant je fais B de 0, eh bien cela me sort le premier élément de ma liste B, c'est-à-dire le mot liste. Et puis, allez, pour C de 0 aussi, j'obtiens bien la première liste, c'est-à-dire 0, 1. Maintenant, si je demande A de 3, par exemple, voilà, il me sort 8, c'est-à-dire le quatrième élément. J'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, autre opération, si je fais C de 1, ça me sortira la deuxième liste de ma liste C. Maintenant, si je fais C de 1 de 2, par exemple, eh bien, cela me sortira le troisième élément de la deuxième liste qui est ici. Allons-y pour voir. Normalement, je devrais tomber sur le nombre 4. Tac, voilà, il me sort bien 4. Il existe une autre manière d'accès à un élément d'une liste, et il s'agit en fait d'un compteur négatif, c'est-à-dire si je fais A de moins 1, regardez, il me sortira le dernier élément de la liste A. Voilà, 8. Il s'agit bien du dernier élément de la liste A. Maintenant, si je lui fais A de moins 2, eh bien, il me sortira naturellement, j'espère que vous l'avez compris, l'avant-dernier élément de la liste A. Voilà, il me sort bien 7. C'est une façon d'accéder aux éléments d'une liste qui peut être utile dans certains algorithmes. Si je tente ça avec la liste B, c'est-à-dire B de moins 1 par exemple, eh bien j'obtiens bien samedi. Notez maintenant qu'il existe une façon efficace de création de listes particulières. Il s'agit de la création d'une liste par compréhension. Par exemple, regardez ce bout de code de ce qui fait D égale la liste for I in range de 10. Ah, cela ne fonctionne pas. J'ai oublié un petit truc, c'est-à-dire j'écris D égale à I for I in range de 10, bien entendu. Voilà, cela fonctionne maintenant. Si je lui demande combien vaut D, regardez ce que ça vaut. Ça vaut une liste de nombres for I in range de 10, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 9. Je mets dans ma liste le nombre I. Et puisqu'on a vu que dans la boucle for, le nombre i augmente au fur et à mesure de la répétition, eh bien ici on obtient toutes les valeurs de i de 0 jusqu'à 9. Maintenant, je pourrais par exemple créer une autre liste, e égale à i au carré for
I in range, pareil, hein, par exemple de 20. Voilà, j'obtiens une liste E qui contient les carrés des nombres I, de I allant de 0 jusqu'à 19. Le dernier ici, 361, vous pouvez vérifier qu'il s'agit bien de 19 au carré. Maintenant, je peux encore aller plus loin, c'est-à-dire F égale à J, for J in range, on va dire par exemple de 25, mais rajouter une condition de plus, je ne voudrais pas avoir tous les J, j'aimerais avoir uniquement les J tels que leur carré, par exemple, ne dépasse pas 100. C'est-à-dire if J au carré est strictement inférieur à 100. Regardez ce qu'il va me donner. Tac, F égale, c'est la liste des nombres de 0 jusqu'à 9. Puisqu'en fait, le dernier carré qui ne dépasse pas 100, c'est bien 9, parce que 9 au carré, c'est 81. Et puis celui d'après, c'est 10 au carré. Et lui, 10 au carré, en fait, il est égal à 100. Alors que ici, j'ai demandé à ce que J au carré soit plus petit, strictement, que 100. Voilà, donc je n'obtiens pas tous les nombres J jusqu'à 24. Attention, il y a une condition de remplissage ici. Super chouette, n'est-ce pas? Maintenant, avant de passer aux choses sérieuses, notons que l'on peut faire des opérations sur les listes. Par exemple, si je demande ici à Python de faire A plus B dans une nouvelle liste que j'appelle G, par exemple, regardez ce que j'obtiens, G égale, eh bien, il fait la concaténation de la liste A qui est ici, qui contient 3, 5, 7 et 8 comme éléments, et puis la liste B qui contient liste anniversaire 4, 6 et samedi. Et j'obtiens donc une nouvelle liste qui contient les éléments de A et de B à la fois, bien sûr dans l'ordre. Notez aussi que je peux faire une liste, par exemple, si je fais A fois 3, regardez ce qui se passe. H égale, tac, 3, 5, 7, 8, c'est-à-dire les éléments de A, mais il va répéter ça 3 fois de suite. Notez aussi que si je fais, par exemple, A de 2 égale à 10, on va dire. Alors, il y a une opération qui s'est passée. Si maintenant, je lui demande de me donner la valeur de A, regardez ce qui se passe. 3, 5, 10 et 8, c'est-à-dire, il a en fait changé la valeur de A de 2, qui était égale à 7 au début, et maintenant, ça vaut 10. Autre chose, maintenant, pour ajouter un élément dans une liste, eh bien, je fais tout simplement, par exemple, a.append, c'est-à-dire, rajoute-moi l'élément. Par exemple, ici, on va dire 6 dans la liste A. Voilà. Donc, si maintenant je lui demande A, regardez ce qui se passe. J'obtiens ma liste A. Évidemment, elle est modifiée ici. Et il a ajouté à cette liste le nombre 6. Notez aussi que l'on peut supprimer un élément d'une liste en utilisant la commande a.remove, bien sûr, pour enlever. Par exemple, 8, regardez ce qui se passe. A, et il a enlevé le nombre 8 qui est ici. Passons maintenant aux choses sérieuses. Nous aimerions expliciter deux méthodes permettant d'avoir des listes de nombres premiers. Par exemple, une liste de tous les nombres premiers plus petits ou égaux à 10 000. Eh bien, pour ce faire, tout d'abord, nous allons écrire une fonction qui permet de vérifier si un nombre est premier ou pas. Donc, j'écris def, par exemple, isPrime. Ma fonction, elle va prendre un nombre n et retournera si ce nombre n est premier ou non, en retournant ou bien true ou bien false. Eh bien, c'est une fonction, je prétends, très simple. Pour montrer qu'un nombre n est premier ou pas, de façon très naïve, il suffit de vérifier qu'il n'est divisible par aucun nombre plus petit ou égal à n. Donc, pour faire ceci, je lui dis tout simplement d égale à 2 tout d'abord, premier diviseur. Je ne prends pas d égale à 1 puisque 1 divise tout le monde, évidemment. Hein. Et ensuite, je lui dis while d est strictement plus petit que n. Bien sûr, je ne vérifie pas n non plus puisque n divisera n. Eh bien, ce qu'il faut faire, si d divise n, c'est-à-dire si le reste de la division euclidienne de n par d vaut 0, eh bien, cela signifie que n n'est pas premier. C'est-à-dire que mon programme a trouvé un diviseur d de n différent de 1 et de n lui-même. Ainsi, je dis à ma fonction de retourner un false. Voilà. Maintenant, j'incrémente d de 1, donc plus égale 1. Et à la fin, je dis à mon programme de faire un return true. Voilà, ça devrait fonctionner. J'enregistre et je fais exécution. Je dis à mon programme isPrime de, par exemple, 2 pour commencer. Eh bien, il me dit que c'est true, c'est-à-dire 2 est un nombre premier. Bon, ça fonctionne bien pour 2. Maintenant, si je lui dis isPrime de 10, normalement, il devrait me dire que non. Ah, il me dit que c'est false. Allez, j'essaye encore quelques valeurs. isPrime, par exemple, de 13, qui est un nombre premier, c'est true. C'est-à-dire qu'il a parcouru ici tous les nombres plus petits que 13,
et aucun n'a divisé 13. Ainsi, il en conclut que 13 est un nombre premier. Je vois que certains d'entre vous n'ont pas réellement compris le fonctionnement de mon programme isPrime, et donc je vais faire une exécution à la main avec par exemple n égale à 10. Donc je lui dis isPrime de 10, il va rentrer à l'intérieur et il va faire tant que 2 est plus petit que 10. Est-ce que 2 est plus petit que 10 pour notre première itération? Eh bien oui. Il va vérifier if le reste de la division euclidienne de 10 par 2 vaut 0, return false. Et bien il va vérifier, il va dire est-ce que le reste de la division euclidienne par 2 est-il égal à 0? Eh bien oui, parce qu'en fait, quand on divise 10 par 2, on obtient 5 comme quotient et un reste égal à 0. Ainsi, il va retourner la valeur false et il va sortir de mon programme. On obtient donc que 10 n'est pas un nombre premier. Essayons maintenant par exemple avec le nombre 5. Donc si n égale 5, il va rentrer à l'intérieur. Donc première étape, 2 est plus petit que 5, c'est vrai. Donc il va rentrer à l'intérieur de la boucle while et vérifier ici, est-ce que 2 divise 5? Eh bien, 2 ne divise pas 5, et donc il ne va pas retourner false, il va passer à l'étape d'après, c'est-à-dire il va augmenter d de 1, et 2 deviendra égal à 3. Maintenant, donc, il va re-rentrer dans la boucle, et il va faire, est-ce que 3, maintenant la valeur de d c'est 3, est-elle plus petite que 5? Bien oui, il va rentrer à l'intérieur encore une fois, et va vérifier, est-ce que 3 divise 5? La réponse est non, et donc il ne rentrera pas ici, et il passera directement à l'instruction qui est là. Troisième itération, il va augmenter d de 1, d deviendra égal à 4, et il va se dire, est-ce que 4 est plus petit que 5? C'est un oui. Puisque c'est plus petit que 5, il va re-rentrer dans la boucle. Est-ce que 4 divise 5? Eh bien non. Et donc, il va ressortir et augmenter d de 1. Et donc, passera à la quatrième itération. D augmenté de 1, il vaut 5 maintenant. Et est-ce que 5 est strictement plus petit que 5? C'est un non. Et donc, il sort de tout le programme et il retournera ici la valeur true, c'est-à-dire que mon nombre est premier. Cela signifie en fait qu'au passage, parmi tous les nombres plus petits que 5, et plus grands que 2 bien sûr, aucun ne divise 5 et donc du coup, 5 est forcément un nombre premier. Alors, je prétends autre chose. En fait, ici, on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à n-1. Ici, on est arrivé jusqu'à 4 quand même pour vérifier si 5 était premier ou pas. C'est-à-dire que si je vous donne ici le nombre 1001, faut-il que mon programme effectue cette division jusqu'à 1000? Eh bien, je prétends que non. Il suffit d'aller jusqu'à la racine carrée de n. Pourquoi? Parce que s'il existait un diviseur premier de np, eh bien, le plus petit nombre p diviseur de n sera forcément plus petit ou égal à racine carrée de n. Pourquoi donc? Parce qu'en fait, si jamais il y a un nombre premier p qui divise n, ça veut dire que n va être égal à p fois un certain p'. Si en plus je suppose que p est le plus petit diviseur de n, cela signifie qu'en fait p' est plus grand que p, et donc j'obtiens l'inégalité que ceci est plus grand ou égal à p fois p, qui est égal à p carré. Et ça parce que p' est plus grand ou égal à p qui est ici. Ainsi, j'obtiens que n est plus grand ou égal à p carré, ou encore que racine carrée de n est plus grande ou égale à p. Ainsi, le plus petit diviseur de n, si celui-ci existe bien sûr, il sera plus petit que la racine carrée de n. Donc, je prétends qu'ici, il suffit d'arriver jusqu'à la racine carrée de n, et l'on va changer notre petit programme pour qu'il soit plus efficace et qu'il ne vérifie pas énormément d'étapes inutiles pour nous. Allons-y. Je lui dis donc ici, while d fois d est strictement plus petit que n, ce qui signifie que d lui-même est strictement plus petit que la racine carrée de n. Et on va bien sûr mettre ou égal. Fais-moi la chose suivante. Est-ce que mon programme fonctionne bien? Donc j'enregistre et j'exécute. isPrime maintenant de 1001 par exemple. Il me dit que c'est false, c'est-à-dire que 1001 admet un diviseur différent de 1 et de 1001. Si je lui dis maintenant isPrime de 101, il me sort true, c'est-à-dire que 101 est un nombre premier. Si j'essaye maintenant isPrime avec 13 comme tout à l'heure, vous allez voir qu'il fonctionne tout aussi bien. Hein. Voilà, true. Il arrive jusqu'à la racine carrée de 13, mais il fonctionne quand même. Super chouette. Maintenant que ma fonction isPrime is ready to bosser sur mes nombres premiers, j'aimerais créer une liste de nombres premiers jusqu'à par exemple 10 000. La deuxième étape, c'est de créer une fonction qui me sort le premier nombre premier plus grand qu'un nombre n. Je vais appeler cette fonction par exemple greater prime de n, c'est-à-dire le nombre premier plus grand que n, et j'aimerais avoir le tout premier bien sûr,
Et vous allez voir comment cette fonction va me permettre de créer une liste de nombres premiers jusqu'à, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, 5000, 10 000, 1000 si l'on veut. Eh bien, l'idée toute naïve, c'est tout d'abord définir une variable p qui va contenir n plus 1 et je lui dis while not is prime de p, ce qu'il faut faire, augmenter p de 1, c'est-à-dire p plus égale 1, et puis pour terminer, return p. Avez-vous compris ce que je viens de faire? Eh bien, c'est tout bête. En fait, j'ai pris le premier nombre plus grand que n, c'est-à-dire n plus 1 pour commencer. Je rappelle que je suis à la recherche du nombre premier plus grand que n, le plus petit nombre premier plus grand que n. Eh bien, je commence avec n plus 1. Je vérifie si n plus 1 ici est premier avec ma fonction isPrime. S'il est premier, eh bien, ma fonction va sortir et retournera p. S'il n'est pas premier, ma fonction re-rentrera à l'intérieur, augmentera p de 1 et elle va revérifier s'il est premier. Alors s'il est premier, et bien sûr, ce qu'elle va faire, elle va sortir directement. Mais s'il n'est pas premier, elle augmentera encore p de 1 et re-rentrera dans la boucle. Allez, on va d'abord tenter de voir si cela fonctionne. Donc je lui dis greater prime de 5. Quel est le nombre premier plus grand que 5, le plus petit? Normalement, ça devrait me sortir 7. Tac, 7. Oh, super, ça fonctionne. Maintenant, par exemple, si je lui dis encore greater prime de 13, allez, ça devrait me sortir 17. Voilà, cela fonctionne. C'est le nombre premier, le tout premier, plus grand que 13. Super chouette, n'est-ce pas? Passons maintenant à l'écriture de notre super fonction, que j'appelle par exemple liste premier de n, c'est-à-dire elle va me sortir la liste des nombres premiers plus petits ou égaux à n, deux points, comme d'habitude. Première chose, je définis le premier nombre premier p égale à 2. Ensuite, je définis ma liste des nombres premiers, donc liste prime, je fais ce que je veux, hein, anglais, français, avec une liste vide. Et maintenant, j'utilise une boucle while. While, donc, p est plus petit que n. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, augmenter ma liste des nombres premiers prime dot append de p. Hein, mettez-moi le nombre premier p dans ma liste. Ensuite, eh bien, p deviendra égal à greater prime de p, tout simplement. C'est-à-dire, en fait, que mon nombre premier p, le prochain dans la liste, eh bien, ça sera the next prime, plus petit nombre premier, plus grand que p. Ainsi, je prétends que c'est terminé. Je lui dis tout simplement return liste prime, tout simplement. J'enregistre et j'exécute. Regardez ce qui se passe. Donc, list premier, par exemple, de 20, les nombres premiers plus petits que 20. Tac, j'obtiens 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Cela fonctionne. Maintenant, si je lui dis par exemple liste premier de 1000, soyons fous, tac, il me sort tous les nombres premiers qui sont plus petits strictement à 1000. On va ici avec 10 000, soyons fous. Liste premier donc de 10 000, hop. Ça prend un peu de temps, vous voyez, mais ça me sort bien la liste des nombres premiers qui sont strictement plus petits que 10 000. Notez que cette façon de faire est naïve et elle ne permettra pas de sortir des nombres premiers extrêmement grands, ceux par exemple nécessaires pour les applications cryptographiques. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'autres algorithmes bien plus puissants, mais bien plus sophistiqués malheureusement. Une deuxième méthode pour fabriquer la liste des nombres premiers jusqu'à un nombre donné est le fameux crible d'Érastosthène. Pas très efficace non plus, mais en tout cas cela fonctionne. En effet, si on prend une liste dans laquelle il y a tous les nombres, par exemple ici de 2 jusqu'à 31, et j'aimerais déterminer le nombre premier parmi ceux-là. Ainsi, la première chose à faire, c'est de commencer avec le premier nombre qui est 2, et ensuite barrer tous les multiples de 2 qui sont dans cette liste, donc 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et voilà. Maintenant, l'entier qui n'est pas barré, qui va suivre 2, est forcément premier. Pourquoi il est forcément premier? Parce que s'il n'était pas, cela signifie qu'il est composé, c'est-à-dire divisible par un nombre premier plus petit que lui-même. Ce qui signifie en fait qu'on aurait dû le barrer avant. Mais vu que ce n'est pas le cas, j'en déduis que 3 est forcément premier. Maintenant, ce que je fais, je barre tous les multiples de 3 qui restent dans cette liste-là, c'est-à-dire ici 9, 12 il a été barré, je barre 15, je barre 21, 27 et c'est tout. Maintenant, je sais que le nombre suivant 3 qui apparaîtra dans cette liste, une fois que j'ai tout barré, eh bien, il sera forcément premier. Et donc, j'en déduis que 5 est premier
Et puis, l'étape suivante consiste à supprimer tous les multiples de 5 apparaissant dans cette liste. Ici, je barre donc 25. Et j'en déduis que 7 maintenant, le prochain élément de la liste, est forcément premier. Et donc du coup, je dois barrer les multiples de 7 apparaissant dans cette liste. Eh bien, je prétends qu'ici, il n'y en a plus, etc. Maintenant, nous allons tenter de programmer ceci avec Python, bien sûr. Et pour ce faire, nous allons utiliser une opération sur les listes qu'on n'a pas vues encore. Cette opération permet de découper une liste à partir d'un élément donné. Eh bien, par exemple, si je définis A comme la liste contenant, par exemple, les nombres 3, 5, 2, 4 et 6, eh bien, si je lui dis B égale à A de 2, 2 points, regardez ce qu'il fait. Donc, il va me sortir B égale à 2, 4, 6. C'est-à-dire, il va découper la liste A à partir de la troisième position. Je vous rappelle que 2 ici, en fait, désigne la troisième position puisque dans Python, on commence à compter à partir de 0. Donc ça, c'est la position 0, première position, deuxième position. Et donc, j'en déduis que cette opération permet de découper la liste à partir de la position ici donnée. Si j'essaye encore avec une autre liste, C égale par exemple à A de 1, 2 points, et je lui demande la valeur de C. Regardez, en fait, il a découpé la liste A à partir de la position indexée par le nombre 1. Maintenant, pour programmer le crible d'Eratosthène, nous allons écrire d'abord une fonction qui supprimera les multiples d'un nombre donné, dans une liste donnée, bien sûr. Donc, je définis cette fonction supprime d'une liste donnée à partir d'un indice donné. Cet indice, on le note ici K, par exemple, 2 points. Je définis donc le nombre, par exemple, P, qui sera mon nombre premier à partir duquel je vais effacer tous les multiples, comme donc liste de K, et ça c'est sa position dans la liste liste. Et maintenant, à partir de là, je lui dis for I in liste de K plus 1, 2 points, c'est-à-dire à partir de la position K plus 1, eh bien, il va supprimer tous les multiples de P, c'est-à-dire il va vérifier si le nombre parcouru est un multiple de P. S'il l'est, il le supprimera. S'il ne l'est pas, eh bien, il le gardera dans cette liste. Ainsi, je lui dis if I mod P égale à 0, eh bien, ce que tu vas faire, c'est tout simplement list.remove de I. OK ? Voilà, c'est terminé. On va essayer d'exécuter cette fonction ensemble. Donc, j'enregistre et ensuite je fais une exécution. Je fabrique une nouvelle liste, par exemple D. Par compréhension, ce sont les nombres X for X in range de 30. Voilà, donc si je lui demande D, il me sortira donc tous les nombres de 0 jusqu'à 29. Et j'aimerais par exemple supprimer tous les multiples de 3. Je vois ici que 3 elle est à la quatrième position. Donc j'appelle ma fonction supprime de la liste D bien sûr et la quatrième position. Et normalement il devrait supprimer tous les multiples de 3 de cette liste. Allons-y. Tac. Ah, c'est faux ce que je viens de faire, puisqu'en fait, 3, il était à la troisième position, pas à la quatrième position. Et ce qu'il a fait ici dans la liste D, c'est qu'il a supprimé tous les multiples de 4, au lieu de supprimer tous les multiples de 3. Donc on voit bien ici que 8 n'apparaît plus, 12 non plus, 16 non plus, etc. On va quand même le faire avec 3, et donc supprime D3, et regardez ce que j'obtiens, D égale, il n'y a plus les multiples de 3, sauf bien sûr 3 lui-même. Ainsi, je vois que ma fonction, elle fait bien son boulot. Et maintenant, je vais passer à la fonction principale qui, elle, permettra d'effectuer le crible d'Eratosthène sur une liste de nombres donnés. Je prétends que la tâche est maintenant devenue facile. Je définis donc ma fonction Eras pour Eratosthène, qui va prendre en argument une liste donnée et qui va me sortir donc la liste des nombres premiers de cette liste. Ainsi, tout d'abord, je lui dis mon K commencera à 0 et ensuite, tant que mon nombre K est plus petit que la longueur de ma liste, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est j'appelle ma fonction supprime liste K et ensuite j'incrémente K de 1, donc je lui dis K plus égale à 1. Voilà, c'est terminé. J'enregistre et j'exécute ma fonction. Maintenant, je vais fabriquer une liste E contenant tous les nombres, par exemple, entre 1 et 1000. Ainsi, je lui dis X for X in range de 1 et 1001, par exemple. Voilà. Ma liste E, c'est cette grande liste. Et maintenant, j'appelle ma fonction Eras avec la liste E. Tac, ça a bossé. Regardons ensemble, E. Eh bien, c'est normal. Ce qui s'est passé, c'est que,
En fait, je n'aurais pas dû mettre mon 1 dans ma liste. Eh bien, parce que tout le monde est multiple de 1, tout simplement, n'est-ce pas? On va refaire la même chose, hein. On ne désespère pas. On va créer maintenant une liste f qui est égale à x for x in range de 100. On va faire une liste plus petite. On va dire 101. Bien sûr, il faut commencer à partir de 2, hein. 201, on va pas faire la même faute deux fois. Voilà, donc ma liste F, c'est cette liste. Donc ça commence à 2 et ça se termine à 100. Maintenant, je fais eras de F, ça a fonctionné. F, c'est maintenant la liste des nombres premiers uniquement parmi les nombres de 2 jusqu'à 100. Eh bien, pour en avoir le cœur net, je vais demander maintenant la longueur de f. Normalement, en fait, le nombre de nombres premiers plus petit que 100, c'est 25. J'obtiens bien 25. Super! Et remarquez que, en fait, ce sont bien les nombres premiers, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. Je prétends que cette méthode n'est pas très efficace quand on a besoin de travailler sur des nombres premiers très grands et que pour cela encore, on a besoin d'algorithmes bien plus efficaces, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, bien plus sophistiqués. Notre séance sur les listes et son utilisation en programmation scientifique se termine ici. J'espère que vous êtes bien amusés et que vous avez appris de nouvelles choses. Merci pour votre écoute et à très bientôt.